Bonjour à tous, bienvenue sur France Soir au Défi de la Vérité. Nous accueillons aujourd'hui un invité qui vous surprendra peut-être, puisqu'il s'agit du docteur Laurent Alexandre. Bonjour. Bonsoir. Alors, bienvenue chez France Soir. Vous êtes, on ne vous présente plus, vous êtes chirurgien de formation, mais aussi énarque, essayiste et battleur sur les sujets scientifiques et sociétaux. Est-ce que depuis plus d'un an de Covid, maintenant qu'on vit dans une société qui est de plus en plus numérisée, dirigée par des algorithmes, où la vie a été séparée entre les essentiels et les non essentiels, où Elon Musk envoie des gens dans l'espace et où Bill Gates vaccine l'humanité à tour de bras, est-ce qu'on est dans votre monde rêvé ? Je ne sais pas si on est dans mon monde rêvé, mais on est dans un monde dans lequel, comme je l'avais prédit il y a quelques années, la technologie est de plus en plus importante sur le plan politique, sur le plan philosophique, sur le plan social. On voit bien que nos systèmes politiques sont de plus en plus influencés par des problématiques technologiques. Qui va être propriétaire de Mars quand Elon Musk y arrive, qui va avoir le pouvoir sur la Lune et récemment Elon Musk a obtenu le contrat de la NASA pour fabriquer l'atterrisseur qui va permettre à des hommes de retourner sur la Lune, qui va contrôler, réguler les implants intracérébraux produits par la société Neuralink qui appartient à 100% par Elon Musk. On pourrait multiplier les exemples des défis technologiques qui sont vertigineux, très complexes à gérer. Et d'ailleurs, cette explosion de la technologie, cette explosion du monde de la data et de l'intelligence artificielle, elle est angoissante pour beaucoup de gens. Et on a vu que dans une période difficile comme la période du Covid, il y a beaucoup de gens qui étaient un peu paumés, qui étaient un peu perdus et qui avaient du mal à se retrouver entre les différents discours technologiques, médicaux, scientifiques sur cette épidémie, ce qu'il fallait faire. En réalité, nous rentrons dans l'ère de la technopolitique, c'est-à-dire que la politique est de plus en plus influencée par la technologie et principalement par ce qu'on appelle les technologies NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies comme la génétique, l'informatique et aussi les sciences du cerveau. Et ça vous réjouit que la politique devienne une technopolitique ? Vous multipliez les odes à la science, vous glorifiez les progrès scientifiques régulièrement à chaque avancée, en tout cas tel que vous la présentez. Vous trouvez pas ça un peu exagéré ? Parce qu'on n'a pas cessé d'invoquer la science depuis plus d'un an, alors qu'on a aussi pris des décisions très largement obscurantistes, tout en se réclamant de la science. Vous savez, quand on critique la science, j'ai envie d'envoyer les gens sous Louis XIV passer un week-end. L'espérance de vie en 1750, c'était sous Louis XV, ça, était en France de 27 ans, contre 80 ans aujourd'hui. L'espérance de vie à la naissance. Les gens avaient... On vivait pas moins vieux si on survivait non, alors ce n'est pas... à la petite enfance. On vivait pas beaucoup moins vieux. On vivait quand même significativement moins vieux, même si on arrivait à l'âge adulte. La vie était très difficile. Louis XIV a perdu sa dernière dent à 42 ans et a passé toute sa vie à manger de la purée, de la viande hachée. Le monde n'était pas du tout idéal, le passé était objectivement épouvantable. Donc oui, le monde d'aujourd'hui, avec sa technologie moderne, est un monde vertigineux sur le plan philosophique, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à vivre. On ne peut pas critiquer les excès ou les dérives ou les risques de ce monde scientiste ou technologique sans être renvoyé à Louis XIV et à sa dent de 42 ans ? Il n'y a pas une place pour la mesure entre les deux, peut-être ? Je veux juste dire que les gens qui pensent que le monde d'aujourd'hui est horrible seraient affolés si on les renvoyait à Versailles il y a 200 ou 300 ans. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de débat sur la place de la technologie et sur les conséquences politiques de la technologie. Bien sûr qu'il faut avoir un débat. On ne va pas développer, implémenter les implants intracérébraux dont je parlais tout à l'heure d'Elon Musk. On ne va pas les implanter sans un grand débat philosophique, politique. Il y a là des enjeux qui dépassent les enjeux capitalistes, les enjeux marchands, et un débat est nécessaire. D'ailleurs, ça fait des années que je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de débats politique sur ces enjeux et cette technopolitique finalement elle est abandonnée. On réfléchit très peu aux conséquences politiques de la technologie, et c'est un tort. Vous essayez de jeter régulièrement des pavés dans la mare sur ces sujets, mais alors on n'arrive pas très bien à vous situer. On ne sait pas si vous êtes lanceur d'alerte sur les dérives que peuvent causer, par exemple, l'intelligence artificielle, ou si au contraire vous êtes dans une optique de levez-vous, orage désiré. Enfin, si vous appelez pas finalement de vos vœux ce que vous essayez de dénoncer par ailleurs. Vous situez où en fait exactement ? Si vous prenez par exemple le poids des géants de l'intelligence artificielle,
Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Il y a déjà une dizaine d'années, j'avais écrit des livres sur la place prédominante dans la société que ces géants allaient avoir. Et on a vu l'extraordinaire pouvoir des géants de l'intelligence artificielle qui ont même réalisé un coup d'État numérique, puisqu'ils ont numériquement tué le président Trump à quelques jours de l'élection de Biden. On voit le pouvoir des géants de l'intelligence artificielle et donc des maîtres des nouvelles technologies quand on réalise qu'ils sont capables de clouer le bec de l'homme le plus puissant du monde. Ce coup d'État numérique, qu'il soit justifié ou pas, est un autre problème. Ce coup d'État numérique montre l'extraordinaire pouvoir des géants de la technologie, qui, comme vous savez, valent aujourd'hui des milliers de milliards, puisque plusieurs des grandes entreprises de l'intelligence artificielle valent nettement plus de 1000 milliards de dollars chacune. Ce sont des géants dont le pouvoir est immense. Pouvoir technologique, pouvoir scientifique, mais aussi pouvoir politique. Je le répète, les implants intracérébraux d'Elon Musk, les plans de conquête de l'espace d'Elon Musk, ça a des conséquences qui dépassent la science et la technologie, ça a des vraies conséquences philosophico-politiques. Et vous vous en félicitez ou vous vous en désolez que Twitter, Facebook ou autre puissent effacer Donald Trump? Parce que par exemple, vous êtes plutôt, si j'ai bien compris, un adversaire de la cancel culture en matière universitaire qui se développe de plus en plus. Tout le mouvement woke qui cancel, qui efface les gens. Mais alors quand c'est Google, c'est bon? Ça vous embête pas? Quand c'est en l'occurrence Twitter ou Facebook plutôt que Google? J'ai tweeté que j'étais contre le coup d'État numérique qui a fait taire Donald Trump. Donc ne m'accusez pas c'est votre côté trumpiste. de bloquer la cancel culture, de m'opposer à la woke culture d'un côté et de soutenir ce coup d'État numérique. Je n'y étais pas favorable. Je pense qu'il fallait laisser Trump raconter des choses, même quand elles ne correspondent pas à mon idéologie personnelle, à ma vision personnelle du monde. Alors sur ces géants du numérique qui s'imposent, qui font un coup d'État, votre doctrine à vous, c'est il faut pas rater le train, en gros, si on peut résumer, pour l'Europe occidentale, en particulier la France. Si on monte pas dans le train, on sera définitivement largué par rapport aux pays asiatiques et aux géants de la Silicon Valley, en gros. Mais si l'Europe en général et la France en particulier rate le train de la révolution technologique aujourd'hui, elle sera à l'image des pays qui, en 1900, ont raté la révolution de l'automobile, de l'avion et du cinéma. Ils sont devenus des colonies, ils sont devenus sous-développés. Donc la France, si elle ne rentre pas dans le train des nouvelles technologies, sera le Zimbabwe de 2080, oui, effectivement. Et je pense que pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, nous ne devons pas devenir des pays sous-développés sur le plan technologique, car les pays sous-développés sur le plan technologique seront des colonies. Colonies technologiques et colonies tout court. Le monde est cruel, le monde est tout sauf bienveillant. La Chine n'est pas gentille du tout, elle souhaite devenir la première puissance mondiale grâce aux technologies, et notamment à l'intelligence artificielle et aux biotechnologies. Si nous continuons à perdre du terrain dans les technologies du XXIe siècle, le prix à payer pour nos descendants sera énorme. En tant que père de famille, je ne souhaite pas que mes petits-enfants aient mandarin en première langue et français en option langue régionale. Mais au-delà de la formule, est-ce que c'est pas de la folie de vouloir monter dans le train sans savoir où il va justement et pourquoi il y va et comment il y va? Est-ce qu'on est vraiment Vous auriez proposé en 1900 qu'on censure les frères Lumière, qu'on interdise l'avion en France et qu'on interdise l'automobile, la chimie fine et le téléphone en France? Non, nous ne pouvons pas, dans un monde de compétition, rester indépendants si nous sommes nuls dans les technologies du futur. Parce que, d'abord, nous aurons la révolution, car les bons salaires demain, ils seront dans les technologies du futur. C'est déjà le cas. Ce sera encore pire. Ce n'est pas en fabriquant des espadrilles bio qu'on gagnera bien sa vie en 2050, mais c'est en faisant de la génétique, de l'intelligence artificielle, des neurotechnologies. Donc oui, je pense qu'il est nécessaire que nous rattrapions notre retard. L'Europe ne dépense pas assez en matière de recherche et j'ai la hantise d'un monde où effectivement la France aurait dans un siècle le statut que les pays africains ont eu quand ils ont été colonisés par les nations qui, elles, il y a 150 ans, ont pris le train des technologies et de la deuxième révolution industrielle rapidement. Il n'y a pas d'autre choix. C'est votre côté thatchérien, quoi. There is no alternative.
Entre la colonisation et l'indépendance, il n'y a pas de chemin intermédiaire. Soit on est un gagnant géopolitique, soit on est dominé par les autres. Dans un monde de bisounours gentils, où les hommes n'auraient pas de testostérone, où la violence n'existerait pas, où il n'y aurait pas de passion humaine, on pourrait tout à fait être des gentils crapauds à côté du géant californien et du géant chinois. Mais dans le monde tel qu'il existe, avec la volonté de puissance majeure de la Chine, qui souhaite vraiment dépasser par la technologie les États-Unis d'ici 2049, nous n'avons pas le choix. Dans un monde utopique et idéaliste, on pourrait effectivement se reposer au bord du chemin. Dans le vrai monde, dans la réelle politique, ce n'est pas possible. L'avenir de nos enfants en dépend. On peut vous répondre que c'est vous qui vivez dans un monde utopique et idéaliste où la technique serait neutre, où la technologie serait neutre. L'histoire n'est pas une suite ininterrompue de progrès qui sont neutres d'un point de vue éthique. Soyez gentils, ça fait 15 ans que j'écris que la technologie n'est ni bonne, ni positive, ni neutre. La technologie n'est pas neutre. On vous l'accorde. La technologie n'est pas neutre. Internet modifie notre façon de penser. Google modifie notre façon de penser. Les réseaux sociaux ont fait émerger toute une économie complotiste qui n'aurait pas existé sans les réseaux sociaux. Donc la technologie n'est pas neutre. D'ailleurs, Marshall McLuhan l'avait très très bien expliqué déjà dans les années 60. La technologie structure la façon dont nous pensons et ça va aller en augmentant. Et si demain, nous implémentons les technologies d'augmentation cérébrale, comme souhaite le faire Elon Musk, en implantant dans le cerveau de nos enfants des implants intracérébraux Neuralink pour augmenter les capacités intellectuelles de nos enfants, les rendre compétitifs face aux petits Chinois et face aux intelligences artificielles de demain, on se rendra compte que nous aurons franchi un pas supplémentaire dans l'influence de la technologie sur la politique et sur notre façon de vivre. Et en cela, la technologie est tout sauf neutre. Nous rentrons dans une société hyper technologique qui a une première conséquence, c'est qu'il est très difficile pour les gens qui n'ont pas une formation scientifique de très haut niveau de comprendre la complexité du monde. Sans porter aucun jugement sur ces technologies, il y a moins d'1% des Français capables de comprendre comment fonctionne un vaccin ARN messager. Il faut des années d'études pour comprendre comment fonctionne un vaccin ARN. Il faut des années pour comprendre comment fonctionne une couche de nanolipides autour d'un brin d'ARN messager. Des années d'études. Ce n'est pas en 15 minutes sur Twitter qu'on apprend ça. Et ce qu'on a fait croire aux gens, c'est qu'ils allaient pouvoir en quelques minutes apprendre des technologies extrêmement complexes. Et j'ai vu personnellement certains de mes amis qui, après avoir passé un quart d'heure sur YouTube, pensaient être devenus des virologues. Ça n'est pas très réaliste. Le fait de s'exprimer sur un sujet qu'on maîtrise pas, c'est pas quelque chose qui vous arrête. Il vous est arrivé de pouvoir vous exprimer sur des sujets dont vous n'êtes pas spécialiste, sur lesquels vous n'avez pas passé 15 ans. Par exemple, je pense à des sujets de société. Lesquels ? Je pense notamment à vos réflexions récurrentes sur le sujet de l'immigration. Vous n'êtes pas un démographe ou un sociologue. Depuis que je suis sorti de l'ENA, j'ai beaucoup lu sur la démographie et l'histoire. J'ai dû lire dans ces deux domaines à peu près 3000 livres. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écrit sur le sujet. Et donc ça fait des milliers de jours que je travaille sur ces sujets. Donc je ne suis peut-être pas un démographe professionnel, mais j'ai une culture générale, démographique et historique qui est significative. D'ailleurs, mon prochain bouquin traite de ce sujet et vous pourrez voir. Comment s'appellera-t-il ? Et le titre est encore confidentiel. Vous n'avez pas trouvé encore de formule assez provoque ? Et vous pourrez voir que la bibliographie est très grande et que j'ai beaucoup lu sur ces sujets et beaucoup étudié sur ces sujets-là. Je n'en doute pas, mais ça ne vous empêche pas parfois d'être assez provoque, malgré tout. Vous avez souvent opposé les êtres supérieurs aux substituables. Vous avez souvent... Ah, je ne vous referai pas le coup de... Vous n'allez pas me refaire le coup. J'invite tous les gens qui ont été trompés sur Internet à aller voir ma conférence à l'école polytechnique où je disais exactement le contraire de ce qu'on m'a fait dire, notamment dans le DOP, et où j'expliquais aux jeunes élèves polytechniciens, aux jeunes élèves ingénieurs, qu'il fallait qu'ils se battent pour réduire les inégalités intellectuelles, pour éviter le cauchemar d'une société telle que décrite par Harari dans Homo Deus, une société avec des dieux qui comprennent la technologie, puis des inutiles qui ne la comprennent pas. Et je disais aux jeunes polytechniciens, c'est un cauchemar épouvantable,
battons-nous, c'est à vous de... battez-vous pour éviter ça. On a inversé l'ordre de mes phrases et on me fait dire que je souhaite que le monde de demain soit un monde où les dieux contrôlent les inutiles, alors que je m'opposais à cette formulation d'Harari que je trouve politiquement insupportable et dégueulasse. Donc sur ce coup-là... Ce n'est pas ce que j'essayais de dire. Oui, mais je me méfie parce qu'on a tellement modifié dans Hold Up ce que j'avais dit dans cette conférence que je suis un peu écœuré, mais je ne fais pas de procès d'intention. C'est bien de le rappeler. Je ne voulais pas vous en faire non plus. Vous disiez encore récemment d'ailleurs que nous ne pouvons pas abandonner les gens sur le côté. C'est votre côté peut-être Ségolène Royal. C'était une formule qu'elle avait déjà utilisée dans ses campagnes politiques. Nous ne pouvons pas abandonner les délaissés entre guillemets de l'intelligence artificielle et de la robotisation à leur triste sort. Mais alors ma question c'est plutôt quand vous employez des termes comme cela, quand vous parlez des rapports aussi entre civilisations, etc. Je reviens à ma question sur l'éthique. Vous jouez presque un peu le pompier pyromane. Vous jetez un énorme pavé dans la mare et comme quand vous dites par exemple que le grand remplacement c'est une réalité qui va arriver d'un point de vue démographique et qu'en 2050 voilà. Vous savez très bien que je suis un intégrationniste, assimilationniste. Je suis d'origine immigrée. Personnellement, une partie importante de ma famille n'est pas d'origine française. Je crois à l'intégration, à l'assimilation. Je suis un anti-communautariste. Je suis contre la ségrégation par la religion, la race, l'origine géographique. Je crois que la France a toujours été un creuset depuis qu'il y a des hommes en France, c'est-à-dire depuis 43 000 ans à peu près. Et donc, je maintiens ma position, qui est une position anticommunautariste. Je pense que la République doit continuer à intégrer et à assimiler, mais elle ne pourra pas le faire si on a un schéma communautariste comme certains, notamment à la France insoumise, sont en train de le mettre en place. Mais alors pourquoi employer des termes aussi provocateurs et parfois blessants? Lequel Le grand remplacement Oui, le grand remplacement, nous avons une modification démographique majeure en France. Nous avons un changement de notre structure démographique et je considère qu'il est complètement idiot de le nier. Moi qui suis un intégrationniste et qui crois que la France, que la République peut intégrer des communautés étrangères nombreuses, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à cacher à l'opinion que nous avons une modification radicale de notre structure démographique. Il n'y a qu'à se promener à Paris pour voir que la France ne ressemble pas démographiquement à ce qu'elle était en 1880. Et donc le grand remplacement a été diabolisé comme terme alors qu'il traduit simplement le fait que nous sommes en train de changer très vite du fait de la mondialisation. Il y a eu deux moments où la population a très très rapidement changé en France. C'est il y a 6500 ans, lorsque les agriculteurs du plateau anatolien sont arrivés dans l'Hexagone. Il y a eu à peu près un métissage de tiers un tiers. Donc les gens qui étaient sur l'Hexagone avant l'arrivée des agriculteurs ont été marginalisés très fortement. Nous sommes en train de connaître la même situation parce que l'immigration est dynamique et puis parce que les gens qui étaient dans l'Hexagone il y a 50 ou 100 ans ne font plus de bébés. La démographie s'effondrant, il y a une modification radicale de notre démographie. On a déjà connu ça. François Bayrou le rappelait récemment. On a connu ça dans d'autres pays. En Grèce, au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ont cessé de faire des bébés. La modification démographique a été absolument catastrophique et Rome a pris le contrôle de l'ensemble du bassin méditerranéen rapidement et cela a été facilité par l'effondrement démographique de la sphère gréco-macédonienne. Alors, expliquer comme ça, c'est moins choquant, mais pardonnez-moi de revenir à la charge, parce que vous faites l'innocent, vous savez bien qu'il y a des mots qui peuvent blesser, ou des formules outrancières. Vous pratiquez l'outrance volontiers, notamment sur Twitter. Mais je vous ai donné mon explication sur le grand remplacement. Citez-moi un exemple et je vais vous dire si vous avez raison ou si je considère que vous avez tort. Les exemples ne manquent pas. Moi, ce qui m'intéresse. Allez-y. Je pourrais citer l'exemple du vaccin. Vous avez été dans une frénésie d'éloge de la vaccination. C'est un point au-delà du raisonnable. C'est une innovation extraordinaire. En tant que médecin, en tant que père de famille, en tant que citoyen,
Je suis émerveillé de la vitesse à laquelle nous avons mis au point le vaccin. Je n'ai aucun intérêt financier, je ne touche pas un centime des fabricants de laboratoires, je n'ai pas d'action des fabricants de vaccins, j'ai pas d'action, je suis totalement indépendant, et donc c'est mon opinion de citoyen et de médecin et de père de famille. Je suis émerveillé par la vitesse à laquelle nous avons mis au point le vaccin. J'ai fait vacciner toute ma famille. Vous-même êtes doublement vacciné. J'ai été vacciné dès janvier. J'ai eu les 2 doses de Pfizer. À quel titre vous étiez vacciné en priorité ? Parce que je suis docteur en médecine et que j'étais donc sur la liste prioritaire pour être vacciné. C'est légitime, je trouve. Vous êtes soignant, vous êtes toujours soignant ? Oui, je continue à travailler et à voir des malades. On vous le reproche beaucoup de ne pas le faire, donc c'est pour ça que je vous... Oui, mais c'est une erreur. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que les gens qui rédigent ma fiche Wikipédia le rajoutent et suppriment les différentes conneries qu'on peut y trouver. Oui, je considère que c'est une innovation absolument fantastique et j'ai regretté qu'on ne vaccine pas plus vite. Des pays comme Israël et l'Angleterre sont sortis plus vite du confinement grâce à une vaccination plus dynamique. L'Union européenne n'a pas été excellente sur ce coup-là. Et vous ne croyez pas que vous avez pu parfois vous emporter dans vos analyses ou dans vos diagnostics pour le petit jeu de la controverse, de la polémique ? Non, mais j'ai dit des erreurs et je me suis justifié. J'ai d'ailleurs... Ça, on peut vous le reconnaître. J'ai écrit un article sur mes principales erreurs intellectuelles. C'est vrai que il y a un peu plus d'1 an, quand Raoult a dit que c'était moins grave que les accidents de trottinette et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui mouraient, j'ai cru qu'il connaissait le sujet, Raoult, et j'ai pensé qu'il avait raison et que ça resterait une épidémie minime. Et je me suis complètement planté et je me suis excusé publiquement d'avoir suivi ce qu'avait dit Raoult. J'ai mis un certain temps pour comprendre que Raoult ne connaissait pas le sujet et qu'effectivement ce n'était pas 3 Chinois qui mouraient et un accident de trottinette, que c'était plus grave que ça. Et j'essaie, quand je me trompe, de corriger très vite. Lors de la première étude sur le remdesivir, qui était plutôt positive, j'avais dit qu'à titre personnel, je prendrais du remdesivir si j'avais un Covid grave. Et puis dès que la deuxième étude est arrivée, qui montrait que le remdesivir est totalement inefficace et a des effets secondaires sans avoir d'effets positifs, j'ai expliqué que j'étais contre le remdesivir. Sachant que les effets positifs de la première étude étaient simplement de réduire la durée d'hospitalisation. Aucun effet sur la mortalité. Oui, mais moi je préfère passer moins de temps à l'hôpital que beaucoup de temps à l'hôpital, mais il y a peut-être des gens qui adorent passer du temps à l'hôpital, mais moi qui aime bien bouffer, la bouffe est tellement dégueulasse à l'hôpital que de passer quelques jours de moins à l'hôpital, si j'avais le Covid, je préférerais. Donc j'ai le droit de ne pas aimer l'ignoble bouffe des hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés. Et donc la durée de séjour, pour moi, ça compte. Mais il se trouve que la deuxième étude et tous les travaux ultérieurs ont montré que le remdesivir n'a aucune utilité, et j'ai cessé de défendre le remdesivir après avoir expliqué que j'avais surestimé lors de la première étude l'utilité du remdesivir. C'est normal que la science bouge. On a pu croire les premières semaines que l'intuition du professeur Raoult était juste et que la chloroquine, que l'hydroxychloroquine servait à quelque chose. Maintenant, avec 1 an et demi de recul, on sait que l'hydroxychloroquine n'a aucun impact, et même Bolsonaro, le président brésilien, a fini par l'admettre, mais au début, on pouvait croire que Raoult avait raison sur la chloroquine. Il est normal que dans une crise de cette nature-là, on puisse se tromper. L'important, c'est de corriger vite quand on s'est gouré. Donc moi, j'ai dit des conneries, j'ai essayé de corriger, je me suis excusé sur certaines de mes erreurs, j'ai regretté que Raoult n'ait jamais admis qu'il s'était complètement planté au premier semestre 2020. Il aurait dû avoir le courage de dire « je me suis gouré, je me suis planté ». C'est tout à fait humain de se planter, surtout pendant une crise avec un virus qui était inconnu quelques mois plus tôt. Ça ne marche pas, sans doute autant qu'espéré, mais on peut pas... Il a été prouvé qu'elle ne marchait pas par des grands essais, des grandes études sur des formes graves hospitalières et tardives. Mais il est difficile de soigner les formes asymptomatiques, on s'en tamponne, c'est pas le sujet. Le problème, c'est de soigner les gens qui ont des formes graves, qui vont en réa et qui meurent. Et sur les formes légères, ça n'est pas prouvé non plus. Mais je ne vais pas rentrer dans une polémique sur l'hydroxychloroquine. D'abord parce que je ne veux pas faire de peine. Je ne veux pas faire de peine à vos auditeurs qui mourront en pensant que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et l'ivermectine sont des molécules miracles. Il faut laisser un petit peu de pensée magique. 50% des Français croient en l'astrologie.
Ils peuvent bien croire à l'hydroxychloroquine et en l'ivermectine dans la foulée. Vous oubliez la fluvoxamine. On n'est pas obligé de faire la tournée des médicaments charlatanesques. Non, mais effectivement, laissons de côté hydroxychloroquine. On a reçu récemment Steve Kirsch dans un débriefing qui a offert 2 millions de dollars à qui parviendrait à lui prouver que les recommandations de l'OMS et du NIH, de l'équivalent de la Haute Autorité de Santé aux États-Unis, étaient justes concernant ces traitements précoces. Donc hydroxychloroquine, ivermectine et fluvoxamine. Bon, vous n'avez peut-être pas besoin suite au succès de Doctissimo, un succès tellement fulgurant d'ailleurs qu'on est dans un Doctissimo géant aujourd'hui où tout le monde est expert. Mais passons. Vous n'avez pas besoin. Mais imaginons que vous aviez besoin. Est-ce que vous seriez capable d'aller lui démontrer ça pour obtenir les 2 millions de dollars? Le problème n'est pas là. On est encore dans une phase passionnelle. Attendons 1 ou 2 années que la poussière retombe, on en reparlera. Et je le répète, je ne veux pas faire de peine à vos auditeurs parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Je ne les convaincrai pas. Et déjà que vos auditeurs ne m'aiment pas beaucoup, ils vont encore un peu plus me détester. Donc, parlons d'autre chose. Ils vous découvriront peut-être sous un autre jour. Je voudrais revenir au fond du sujet, alors qui est la question éthique de la méthode scientifique. Tess Lawrie, qui a été une des principales analystes de l'ivermectine, qui a proposé une méta-analyse, a récemment dit dans un entretien que les fameuses grandes études randomisées étaient devenues une espèce de dogme inopérant parce que d'une part elles coûtent très cher et ne peuvent donc être financées que par l'industrie pharmaceutique qui est donc jugée partie, et d'autre part elles prennent aussi souvent beaucoup de temps, en tout cas pour des maladies faiblement létales et dans une épidémie dont le temps est connu. Laissons Raoult et toutes les questions de personnes de côté. Vous dites hors de ces essais, les fameux essais randomisés en double aveugle, donc mélangés aléatoirement, point de salut. Oui. Est-ce que c'est pas une façon dogmatique d'envisager la recherche scientifique ou médicale? Comme beaucoup de médecins de ma génération, j'ai été affolé et consterné par l'un des plus grands plantages de la médecine des 50 dernières années. Vous pensez à? Dans l'infarctus du myocarde. La première cause de mortalité des gens qui font un infarctus, et vous savez qu'il y en a des centaines de milliers chaque année en France, hein, des gens qui font des accidents cardiaques, la première cause de mortalité, ce sont les troubles du rythme cardiaque. Quand on fait un infarctus, on meurt d'abord d'une arythmie cardiaque, d'un emballement du cœur. Et on a des médicaments qui marchent très bien contre les arythmies, contre les emballements du cœur. Et donc, il était logique dans les infarctus de donner des antiarythmiques pour supprimer les troubles du rythme cardiaque, qui sont la première façon de mourir chez les gens qui font un infarctus. Et donc, pendant des décennies, on a donné des antiarythmiques aux gens qui faisaient un infarctus. Et on supprimait d'ailleurs les troubles du rythme qu'ils avaient. Et puis, on n'avait pas fait d'essais cliniques pour vérifier qu'il le fallait. Puis un jour, de jeunes cardiologues ont dit, c'est pas possible, il faut quand même qu'on vérifie que les antiarythmiques sont bons sur la mortalité. Certes, ils diminuent les troubles du rythme dans les infarctus, mais est-ce que ça diminue la mortalité? La plupart des cardiologues faisaient du Raoult et disaient « mais non, c'est pas la peine, pas besoin de faire d'essais cliniques randomisés, etc., etc. » Il y a quand même un essai clinique randomisé en double aveugle qui a été fait. On a donné à la moitié des malades, quelques milliers, un antiarythmique quand ils faisaient un infarctus, et puis à l'autre moitié, on a donné un placebo. Sans que ni le médecin ni le patient ne sache si le malade avait le placebo ou un antiarythmique. Résultat des courses, alors qu'on était persuadé que les antiarythmiques diminuaient la mortalité, les malades sous antiarythmiques avaient 2,7 fois plus de chances de mourir que les malades qui avaient le placebo. Les antiarythmiques tuent les malades qui ont un infarctus. On a calculé qu'aux États-Unis, le fait de ne pas avoir fait un essai clinique randomisé en double aveugle, ça avait tué 60 000 Américains, c'est-à-dire plus que la guerre du Vietnam. Et donc oui, je fais partie de cette génération qui pense qu'avant de donner un médicament à nos anciens, à nous-mêmes, à nos malades, eh bien, il faut l'évaluer avec des méthodes modernes et que l'intuition du médecin ne suffit pas à caractériser l'intérêt d'une molécule. Et en tout cas, moi, je ne prendrai jamais une molécule qui n'a pas été validée dans un essai clinique randomisé en double aveugle par la méthode internationalement reconnue aujourd'hui. Sauf que ce que vous dites est vrai dans un monde idéal théorique où on a tout le temps, mais dans une période épidémique, quand on a une présomption d'efficacité sur un traitement, est-ce qu'on peut, d'une part, est-ce qu'il est éthique d'une part de randomiser, donc de donner à l'aveugle un placebo ou un traitement? Je vais vous répondre, excusez-moi de revenir à votre héros, mais l'épidémiologique que Didier Raoult considère comme le plus grand épidémiologiste du monde, Ioannidis, John Ioannidis de Stanford, vient récemment de dire que la prescription d'hydroxychloroquine
chez les malades ayant un Covid, a tué 100 000 personnes. Et c'est le plus grand épidémiologiste. Et c'est l'épidémiologiste qui est reconnu comme le meilleur par Raoult. Donc, même Ioannidis considère qu'il faut évaluer les médicaments par les méthodes modernes et que l'intuition des médecins ne suffit pas. C'est donc, pas seulement l'intuition. L'intuition n'est pas irrationnelle par nature. Je considère que Ioannidis a raison de nous mettre en garde contre l'intuition des médecins, qu'il s'agisse de chloroquine ou qu'il s'agisse des antiarythmiques dans l'infarctus. Il faut que nous fassions attention. Nous, médecins, nous n'avons pas le droit de prescrire des médicaments qui n'ont pas été rationnellement évalués. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, au nom de notre intuition et de notre ego, tuer nos malades. Il faut que nous prescrivions des médicaments dont l'efficacité a été prouvée de façon certaine. Et je ne démordrai pas de cette vision qui me semble être éthique. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Le charlatanisme n'est plus acceptable. Il faut une évaluation sérieuse des médicaments avant de les prescrire. Oui, mais l'analyse de Ioannidis reposait sur des grandes études randomisées qui, encore une fois, concernaient des dosages importants de patients en état grave. Donc c'est difficile de tirer des conclusions sur les conclusions de Ioannidis sont terrifiantes et je pense que les médecins doivent être humbles, ne pas écouter leur ego et doivent évaluer scientifiquement les médicaments. En tout cas, moi, je ne prescrirai pas à quelqu'un de ma famille un médicament qui n'a pas été évalué par les bonnes méthodes statistiques internationales. Du coup, si on vous suit, toujours sur Ioannidis, prescrire le confinement, imposer le confinement généralisé, dont il a montré que il avait plus d'effets négatifs que positifs. Mais c'est de la charlatanerie moyenâgeuse. Non, c'est très. On vous a pas beaucoup entendu là-dessus. C'est très compliqué sur le confinement. Je pense qu'il nous faudra plusieurs années pour évaluer les conséquences négatives du confinement. Et il y en a eu. Il y a eu des suicides, il y a des gamins qui allaient mal, il y a des alos qui ont fait des accidents psychiatriques, il y a des malades dont le cancer a été diagnostiqué trop tardivement. Alain Houpert le rappelait récemment encore qu'il avait dans son cabinet des patients qui arrivaient beaucoup trop tard. Je pense qu'il va falloir du temps pour évaluer. Et la question que pose Ioannidis est une question justifiée. Moi, personnellement, j'étais partisan d'un allègement du confinement lors du tout dernier confinement et je suis favorable à ce qu'il n'y ait plus d'obligation de mettre le masque en extérieur aujourd'hui. Vous voyez, il y a un débat, il y a un vrai débat et dans certains cas, nous manquons de recul, nous manquons de données pour nous prononcer. C'est normal. On est face à un virus que l'on ne connaissait pas il y a 18 mois. C'est un virus récent. Il est normal qu'on dise des conneries, qu'on se trompe. Il est normal qu'on se trompe, c'est normal. Ce qui est important, c'est de reconnaître le plus vite possible quand on s'est trompé, quand on s'est gouré, et de corriger le tir pour le bien de nos malades. Vous reconnaîtrez que l'ivermectine est efficace, par exemple, quand son efficacité aura été suffisamment prouvée selon... S'il y a un essai clinique qui montre que l'ivermectine, je conseillerais l'ivermectine. Tous les essais cliniques randomisés penchent dans le même sens. Oui, mais écoutez... Concernant l'ivermectine. Mais vous allez me dire que c'était pas des pays occidentaux industrialisés, donc c'est pas de la bonne science, c'est des pays sous-développés. Alors, la qualité des essais cliniques au Bangladesh et en Égypte est effectivement moins bonne qu'à Stanford, à New York ou en Californie. Vous allez nous ressortir une carte du QI. Non, ça c'est clair. Écoutez, si la médecine du Bangladesh valait la médecine occidentale, ça se saurait. Il y a un moment où le politiquement correct a des limites. Allez visiter un hôpital au Bangladesh et puis on en reparle. Et au Nigeria, on en reparle. Pour l'ivermectine, les méta-analyses qui ont été faites aujourd'hui ne montrent pas l'efficacité de l'ivermectine dans les études prospectives et seules les études prospectives peuvent répondre à cette question. Que dans les pays africains où on prend de l'ivermectine, on est peu de Covid mortels, c'est normal. L'âge médian au Niger, un pays où on consomme pas mal d'ivermectine, il est de 15 ans. 15 ans, d'accord. Et au Sénégal, il est 19 ans. Dans des pays aussi jeunes, où on utilise de l'ivermectine, évidemment qu'il y a peu de morts, parce que les gens sont tellement jeunes qu'ils ne sont pas dans la tranche d'âge où l'on meurt, et vous savez bien que les gens de moins de 40 ans ont 180 fois de chance de mourir que les seniors. Donc dans les pays africains qui sont ultra jeunes, où il y a 20 fois plus d'ados que de vieillards, il est normal qu'on ait des taux de mortalité faibles. C'est normal. Ça s'explique pas seulement par la pyramide des âges selon les défenseurs de l'ivermectine, mais l'histoire jugera. On discutera en privé des méta-analyses sur l'ivermectine qui sont hélas très décevantes. Et vous savez,
Il faudrait vraiment qu'il y ait un grand complot mondial pour que tous les médecins du monde et toutes les agences régulatoires déconseillent l'ivermectine. Si l'ivermectine marchait, franchement, moi, je serais le premier à conseiller l'hydroxychloroquine si elle marchait et à conseiller l'ivermectine. Ce n'est pas le cas. C'est le cas seulement dans les pays les plus éclairés, selon vous. Les pays les plus avancés en matière de médecine ont montré dans les dernières décennies que l'espérance de vie y était meilleure et qu'on y soignait mieux les malades que dans les pays où c'est le marabout qui choisit le traitement. Je pense qu'aujourd'hui la médecine occidentale est supérieure au marabout et je suis prêt à défendre cette thèse. Donc le Portugal appartient au tiers-monde maraboutisé ? Et le Portugal n'a pas prescrit l'ivermectine de façon significative, ce n'est pas vrai, c'est une rumeur urbaine. Reprenez les chiffres de consommation d'ivermectine au Portugal et vous verrez que c'est une rumeur urbaine qui est colportée par des gens pas raisonnables. Mais non, vérifiez les données au Portugal. Il ne faut pas confondre rumeur urbaine et statistiques de consommation des médicaments. D'accord. Vous avez dit qu'en Afrique, du coup, les très jeunes ne sont pas à risque. Est-ce que ça veut dire que chez nous, il ne faut pas les vacciner ? Vous avez deux choses sur les jeunes. Vous avez le risque de Covid long, de perte du goût, qui est significatif à partir de 20 ans. Mais le risque de mourir du Covid quand on a entre 20 et 35 ans, il est très faible. Nous le savons. Donc, il n'est intéressant de vacciner cette tranche d'âge-là que lorsqu'on a un vaccin très sûr. Donc, de mon point de vue, l'AstraZeneca entraînant quand même un mort tous les 900 000 patients vaccinés, tous les 900 000 vaccinations, par thrombose notamment cérébrale, il n'est pas raisonnable de mon point de vue de vacciner par l'AstraZeneca les gamins entre 20 et 35-40 ans. Mais quand on a un vaccin avec très très peu d'effets secondaires comme le Pfizer et le Moderna, et je répète que je n'ai aucun conflit d'intérêt, là, il y a très 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 peu d'effets secondaires, on n'a pas de mort en réalité avec ces vaccins-là, et on a un bénéfice qui n'est pas considérable mais qui est léger, donc ça vaut le coup de vacciner. Moi, je pousse mes enfants à être vaccinés au Pfizer. Donc ça, c'est pour les 18-35 ans. Après se pose la question des ados. Alors, le bénéfice individuel de vacciner les ados, aujourd'hui, il est quasi nul. Sauf pour les ados qui ont un cancer, qui ont une insuffisance cardiaque, qui sont dialysés, qui ont une leucémie. Mais pour les ados qui n'ont pas une maladie grave, le bénéfice individuel, il est très faible. Donc, le bénéfice possible, il est pour casser le virus et pour organiser une immunité collective. Donc là, ce n'est pas pour profiter aux ados qu'on pourrait les vacciner, c'est pour casser la transmission du virus. C'est une décision politique. On voit bien qu'à l'échelle individuelle, un gamin qui n'est pas leucémique, qui n'est pas cancéreux, il n'a pas d'intérêt personnel quand il est ado à être vacciné. En revanche, la société a un intérêt à ce qu'il soit vacciné, et puis sa grand-mère a un intérêt à ce qu'il soit vacciné pour éviter qu'il lui transmette le Covid. Mais l'effet de la vaccination sur la transmission est présumé à ce stade. Il n'est pas encore effectivement... Les données actuelles montrent qu'on a une présomption forte de division par 2 à 4 ou 5 de la transmission chez les vaccinés. Pour mesurer ça, c'est compliqué. Bah oui, en parallèle, il y a une immunité collective naturelle qui s'est installée. C'est compliqué. Il va falloir, je pense, pour trancher ce chiffre définitivement, entre 12 et 18 mois. Mais c'est ça la science. La science n'est pas capable de répondre à toutes les questions en 5 minutes. Il faut un peu de patience. Et c'est vrai que pendant une épidémie, on n'est pas très patient. Donc ceux qui disent qu'on aura la réelle réponse sur l'efficacité et le bénéfice-risque de la vaccination dans quelques mois ou quelques années, on l'a sur la mortalité. Ne sont pas d'affreux complotistes, non, ou alors sur la mortalité, vous l'êtes vous-même. Sur la mortalité, on l'a déjà. Non, sur la mortalité, on l'a déjà. Les données actuelles sont très convaincantes. En revanche, sur la transmission, pour avoir un chiffre exact, il va falloir un petit peu de temps, c'est normal, et on est dans un processus scientifique habituel, avec des polémiques, des hésitations. Des fois, on se trompe dans l'analyse statistique des données. Il faut qu'il y ait des études contradictoires. C'est ça la grandeur de la science et de la médecine. Vous êtes confiant dans l'avenir, vous élevez contre les collapsologues, vous vous définissez comme un anti-collapsologue, donc on rappelle que la collapsologie, c'est la science de l'effondrement, enfin, ou en tout cas la conviction que les civilisations s'effondrent, se délitent. Vous avez écrit Jouissez jeunesse aux éditions JC Lattès. C'est quand même mieux que Déprimer jeunesse. Oui, mais ça fait pas un peu boomer sur leur tour ? Écoutez, le discours à la Greta Thunberg, c'est votre meilleur ennemi avec Didier Raoult. On va tous mourir. Le monde est affreux.
est un discours qui me démoralise. Donc oui, je préfère que mes enfants, je préfère que la jeunesse jouisse d'une vie extraordinaire et pleine de potentialités, découvre le monde, voyage, découvre de nouvelles civilisations, de nouveaux pays, plutôt que de rester enfermé dans son bunker en attendant la fin du monde. Donc oui, le discours collapsologue m'énerve. Des Khmers verts. Et je ne les supporte pas. Vous détestez les écolos dogmatiques. Les Khmers verts, ce n'est pas ma tasse de thé. Et je pense que Greta Thunberg devrait la boucler au lieu de paniquer les adolescents et de les convaincre que la fin du monde est au bout du chemin. Greta Thunberg, on le sait bien, c'est sa mère qui l'a révélé, a une dépression grave depuis longtemps. Mais on vous a reproché vous êtes moqué de son autisme. Mais c'est pas, non, mais c'est pas parce que Greta Thunberg est malheureuse et ultra déprimée qu'elle doit convaincre toute la jeunesse que la fin du monde arrive. La jeunesse est courte. C'est un moment heureux de la vie. Donc oui, gamins, ados, je l'ai toujours dit à mes enfants, mais je le dis à tous les gamins, jouissez de la vie et tout en assumant vos responsabilités de citoyens du monde et n'écoutez pas les gens qui vont vous conduire au Prozac. Mais de la vie naturelle ou de la vie transhumaniste de ceux qui vivront une vie infinie. Vous avez avec ceux que vous appelez les bioconservateurs, vous avez qui sont un peu des adversaires idéologiques pour vous d'une certaine façon. Je suis un progressiste, moi. Oui, vous êtes un progressiste. Et j'assume. Ultra, vous appelez, je ne suis pas un conservateur. Oui. Je suis pour les nouvelles technologies, je suis pour le mariage gay, je suis pour la PMA. Le jour où il existera l'utérus artificiel, je suis pour. Je suis favorable à ce que toutes les formes de famille puissent cohabiter. Oui, je suis un bioprogressiste. C'est sur ces mots que nous conclurons ce défi de la vérité. Merci beaucoup Laurent Alexandre d'avoir répondu à notre invitation pour un débat courtois, sans invective, où vous avez pu exposer vos positions et peut-être changer, sait-on jamais, l'image que nos lecteurs et auditeurs ont de vous. On aura l'occasion, j'espère, de vous réinviter pour parler d'écologie ou du futur et, espérons-le, de progrès si cela se vérifie. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis sur France Soir et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.